Et je crois que c'est C'était vraiment bien. On a appris plein de choses sur l'environnement de la planète. Et je crois que ça nous amène directement à la seconde partie de ce webinaire, qui est consacrée aux approches pédagogiques, justement. Et on envisageait de commencer cette deuxième partie, justement, Valérie, sur la cible choisie, précisément. Alors, la cible, donc, on vient d'en reparler, on a ciblé les enfants de 9 à 11 ans, mais aussi peut-être que les gens qui nous regardent peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on a des enseignants avec nous sur le plateau. Et bien simplement parce que lors de ce sondage qu'on a réalisé avec l'IFOP, on a demandé aux enfants où est-ce que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, avec qui est-ce que vous avez envie d'apprendre. Et ce sont les enfants qui nous ont dit on a envie d'apprendre en classe et en s'amusant. Donc voilà, on s'est fixé en fait le challenge de réaliser quelque chose qui puisse effectivement se décliner en classe, mais avec cette idée de s'amuser. Donc on a élargi au centre de loisirs, au domaine périscolaire, aux colonies de vacances. Voilà, on essaye de faire quelque chose qui soit déclinable autant dans le milieu vraiment scolaire que dans un truc un peu plus festif, quoi. Et on l'a testé dans ce sens, à la fois dans des classes et en centre de loisirs, pour être sûr que ce soit vraiment adapté aux deux environnements. Alors sur ce sujet, je souhaiterais passer la parole à l'un de nos invités aujourd'hui. Alors nous accueillons Serge Tisseron, psychiatre, auteur de l'ouvrage L'enfant et les écrans et parrain des 2 programmes sur ce sujet justement, les écrans. Alors juste avant de donner la parole à Serge Chisseron, dire vraiment que pour nous c'était important d'avoir des parrains et des marraines. Pour nous c'était pas une recherche de caution, c'est vraiment de se dire est-ce qu'on est bien en phase avec, je reviens encore une fois sur la qualité scientifique des informations qu'on va disposer et qu'on va donner aux enfants. Et vraiment le fait d'avoir Nathalie Gontard sur le programme sur les emballages plastiques, qui est vraiment une des spécialistes mondiales des emballages plastiques, avoir Serge Tisseron avec nous qui a travaillé pour l'Académie des sciences sur cette problématique précisément des enfants et des écrans, avoir André Sicolella qui... Enfin voilà, on a à chaque fois effectivement sur nos thématiques des personnes qui sont on va dire les experts, j'aime pas bien ce mot-là, mais vraiment des spécialistes de cette question, reconnus comme tels, qui ont fait une véritable démarche scientifique et qui viennent témoigner là du fait que Quapoluki est a priori bien dans les rails par rapport justement à ce savoir scientifique actuel. Très bien. Du coup, je vais passer la parole à Serge Tisseron. Bienvenue parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur en quoi les enfants de cet âge sont particulièrement réceptifs ? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Merci de m'avoir associé à ce beau projet. Alors, il a été beaucoup question de co-création. Et vous savez, autour de la co-création, le problème, on le rencontre moins avec les enfants qu'avec les adultes. Ils sont engagés dans un travail collaboratif de toute façon parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, parce que pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils s'entraident les uns les autres. Donc, ils sont beaucoup plus familiers en général du tutorat et du travail collaboratif que beaucoup d'adultes. Alors, ils ont la curiosité, ils ont la réceptivité de la petite enfance, on l'a dit, hein, l'enfant qui vient au monde est un explorateur né, voilà, il leur en reste encore quelque chose, ils sont plus près de cette attitude de découverte assez décomplexée hein, du petit enfant. Et puis, ils ont quand même, et n'oublions pas aussi qu'ils sont à l'âge où souvent ils reçoivent leur premier téléphone mobile, donc aussi ça les rend curieux des contraintes peut-être qu'ils vont devoir s'imposer ou plutôt qu'on va leur imposer, donc ils sont enclins à réfléchir à tout ça. Et au niveau de leurs compétences, je voudrais dire quand même qu'ils ont 2 séries de compétences hein, qui sont essentielles à ce qu'on leur demande dans ce projet. Tout d'abord, ils sont en voie d'acquisition des compétences exécutives principales. J'appelle les compétences exécutives la mémoire de travail, mais c'est pour garder à l'esprit un certain nombre de choses présentes, hein, assez de temps pour se constituer une feuille de route, un petit programme de travail. Ils ont le contrôle inhibiteur, ça veut dire qu'ils peuvent réguler leurs émotions, ne pas se laisser aller à la colère, à la frustration, à l'impatience. Voilà. Alors, il y a des manifestations de ce type-là, mais qui sont même bien régulées par le groupe. Quand un enfant manifeste trop d'impatience, les autres peuvent lui dire mais non, attends, le calmer. Voilà. Donc, le sens du collaboratif leur permet aussi d'avoir un meilleur sens inhibiteur au niveau du groupe. Et puis, ils ont aussi quand même, ils sont en train d'acquérir cette fameuse flexibilité cognitive qui fait que, aidés par les enseignants qui les accompagnent, quand ils font fausse route, ils sont capables d'envisager une nouvelle solution.
Et puis parallèlement à ces compétences exécutives, cognitives, ils ont les compétences empathiques, pas encore toutes, mais enfin les principales. Ils ont la capacité d'identifier les émotions des autres enfants, c'est très important, on l'acquiert précocement, mais c'est la base de la vie sociale. Et puis ils ont cette empathie cognitive qu'on acquiert vers 4 ans et demi, qu'on appelle parfois la théorie de l'esprit, bon, très mauvaise expression, mais ça veut dire tout simplement la capacité de comprendre que chacun peut avoir un point de vue différent sur le monde. Or ça, c'est quand même la base de pouvoir travailler ensemble. Moi, je pense ceci, mais toi, tu as un autre point de vue, tu penses autre chose. Voilà, donc tout ça fait qu'ils sont évidemment tout à fait capables de gérer ce programme qui peut paraître un peu parfois compliqué quand vous l'exposez. Ils en sont tout à fait capables. Et puis, comme ça a été dit, ils ne sont pas encore dans cette attitude opposante de l'adolescent qui est décidé à se fâcher souvent avec ses parents et avec certains adultes pour se détacher d'eux et se rapprocher de ses copains dans lesquels il voit son avenir social, et d'ailleurs à juste titre. Voilà. Donc voilà, 9-11 ans, une bonne tranche d'âge. Et encore une fois, même si certaines choses qu'on voit présentées ici nous paraissent à nous, adultes, compliquées, il faut savoir qu'ils ont plus de plasticité psychique que nous, ils ont plus de curiosité que nous, et donc il faut jouer là-dessus, ne pas en avoir peur. Voilà. Bon, bravo au concepteur. Moi, j'ai été très séduit quand j'ai vu présenter le projet. C'est pour ça que je m'y suis associé avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup de cette intervention, Serge Tisseron. Merci de ces précisions. Valérie Ebinger, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les ateliers qui ont été mis en place ? Alors, pour les situer de façon assez générale, on a effectivement réalisé ce qu'on a appelé des ateliers exploratoires. L'idée était d'aller au-devant des enfants que l'on avait choisis pour cible, entre guillemets, et d'appréhender ce que représentait en fait la pollution pour eux. Et donc, on a réalisé des ateliers pour être le plus large et rencontrer le plus d'enfants différents possible. On a réalisé des ateliers en milieu urbain, suburbain et rural. Et on a aussi fait attention à s'adresser à des enfants de différentes catégories socio-professionnelles, de façon à vraiment avoir une vision large de ce que représentait la pollution pour eux. Et de ce jour-là, on a arrêté de parler de la pollution, mais on a vraiment parlé des pollutions, parce que les enfants nous ont décliné même des pollutions auxquelles on n'avait pas pensé, comme la pollution mentale, enfin des choses qui nous avaient vraiment étonnés. Et on a aussi, dès le départ, fait le choix d'associer l'écosystème des enfants à nos ateliers exploratoires. Et donc, on a réalisé des ateliers avec des enseignants et avec des centres de loisirs aussi pour leur permettre de doucement découvrir et comprendre ce qu'on aimait faire avec les enfants, ce qu'on aimerait faire avec eux, et puis que eux nous expliquent en quoi est-ce que ce serait possible effectivement pour eux de décliner ces programmes pédagogiques en milieu scolaire et en centre de loisirs. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on a appelé au départ les ateliers exploratoires, qui nous ont permis de mieux cerner ce qu'on allait mettre dans nos contenus. Mais ça, je pense que c'est Camille qui va mieux nous l'expliquer. Alors, nous accueillons effectivement autour de la table Camille Ardedin. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Camille va nous parler justement de ce travail en atelier. Camille est donc directrice d'études qualitatives avec une formation en sciences sociales, oui. En ethno-socio-sémiologie. Et votre travail, je crois, était justement de faire parler les enfants, de les faire travailler en atelier. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, j'ai rejoint l'équipe Coapoluki au départ pour effectivement explorer l'imaginaire et les représentations des enfants. Donc effectivement, on a réuni des enfants à Paris, on a été en Aveyron, on a été dans plein d'endroits différents pour effectivement les rencontrer et leur demander déjà qu'est-ce qu'ils entendaient par le terme pollution. Donc voilà, donc effectivement, on a constaté très vite que la pollution était vraiment très présente dans leur esprit. Enfin, c'est vraiment une grosse problématique pour eux. Ils ont une grande connaissance des enjeux liés à la pollution. C'est vrai que nous, on a été très surpris parce qu'au départ, on s'était demandé si
enfin ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas. Et en fait, ils avaient déjà un niveau de connaissance qui était déjà très avancé, notamment pour certains, alors pas tous, mais en tout cas, c'était vraiment une problématique qui était très présente à l'esprit des enfants, et avec, pour certains, une compréhension vraiment de tous les enjeux, que c'est au niveau de l'écosystème et de tous les enjeux qui ont trait au fait que, effectivement, on parlait du sac plastique et des tortues tout à l'heure, Barbara en parlait, mais effectivement, ils ont vraiment conscience que nos actes, ici au niveau local, peuvent avoir un impact global sur l'écosystème en général, sur les animaux, sur la mer, etc. Donc il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient sur lesquelles nous, on pouvait capitaliser avec notre programme, avec une capacité à saisir la complexité des problèmes. Donc ça, c'était ce qui fait aussi que quand M. Tisseron dit que notre programme est ambitieux, c'est aussi qu'on est parti du fait que les enfants déjà savaient pas mal de choses, avaient déjà conscience de pas mal de choses qu'ils font en classe aussi. C'est déjà des problématiques qu'ils abordent en classe. Et aussi, effectivement, on a notifié une grosse colère des enfants vis-à-vis de nous, les adultes, avec un sentiment d'urgence. On a eu des phrases très fortes sur le fait qu'on allait détruire la planète, qu'on allait faire disparaître les humains, les animaux. Enfin, c'était très, très dur. Et puis les enfants sont cash, hein, ils n'ont pas peur ils mâchent pas leurs mots. Donc voilà. Et effectivement, sur les pollutions, on a eu, comme le disait Valérie, on a eu tout un tas de pollutions différentes. C'était en numéro 1 la pollution de l'air, mais on avait bien entendu les déchets aussi. Et puis on avait beaucoup de choses c'était intéressant parce que ça nous a aidé aussi à construire le programme derrière. C'était beaucoup de pollution liée au sens, une approche très sensorielle. Donc on a la pollution des yeux, on a la pollution sonore qui nous empêche de dormir, on a la pollution par la peau, au niveau du goût. Donc il y avait vraiment une approche sensorielle via le corps en fait, et ce qui était vraiment intéressant parce que du coup ça nous a aidé à faire le lien qui n'était pas forcément évident au départ quand on a commencé à travailler entre les pollutions et le corps, et ce lien se fait extrêmement naturellement auprès des enfants parce que effectivement les enfants ont un intérêt marqué. On l'a constaté dans nos ateliers exploratoires, pour tout ce qui est infiniment petit, tout ce qui est invisible et tout ce qui peut rentrer, peut sortir par rapport au corps. Donc c'est vrai qu'ils étaient vraiment passionnés par le fait qu'il y a des flux, des fluides, des choses qui rentrent, le corps comme frontière, tout ça, ça les intéresse. Donc on a eu plein de références là-dessus sur qu'est-ce qui prend le contrôle, qui est invisible mais qui prend le contrôle de mon cerveau. Par exemple, il parlait de l'anneau de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, et ça nous a beaucoup, ça a beaucoup motivé toute notre approche des écrans, parce qu'effectivement, ils voient ça comme les écrans, c'était un peu pour eux, qu'est-ce qui fait que dans les écrans, ça va prendre le pouvoir sur mon cerveau. Et du coup, un des objets de transmission que Raphaël et Marion ont imaginé, c'est justement pour se désenvoûter des écrans. Donc en fait, tout ça, on l'a eu dès le départ. En fait, c'est vraiment une matière qu'on a exploitée tout au long du programme jusqu'aux objets de transmission. Effectivement, on a sur la pollution mentale, effectivement, il y avait cette idée que ça pollue le cerveau, que les consoles vidéo, ça peut polluer le cerveau. Et qu'est-ce qui fait que je suis énervée ? Donc ils sont très intéressés non pas par comprendre qu'est-ce qui fait que ça prend le pouvoir sur mon corps, qu'est-ce qui fait que ça explique que mon cerveau il soit énervé quand j'ai passé 2 heures devant un jeu vidéo, etc. Donc, parce qu'on leur dit beaucoup en prévention, ce que disait Antoine tout à l'heure, on leur dit c'est pas bien, les jeux vidéo c'est pas bien, faut pas trop jouer, etc. Ça, ils l'entendent toute la journée. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est pourquoi c'est pas super bien, et pourquoi quand je suis en colère c'est pas super bien, je casse ma console, pourquoi ça fait ça. Et ça, ils sont très intéressés donc c'est l'approche qu'on a choisi de prendre. Sinon, sur l'infiniment petit, là, on a voulu montrer un exemple des ressources qui ont été fabriquées sur mesure par Clotilde Pilot, qui viendra vous parler tout à l'heure pour le programme sur les plastiques, où effectivement, c'est typiquement un exemple d'une image qui a été choisie où on voit un globule blanc et un microplastique. Alors, ça a été reproduit en laboratoire, hein, c'est une image qui a été prise dans un laboratoire, mais typiquement, cette image, dès le départ, dans les premiers ateliers, les enfants ont flashé dessus. Alors que c'est extrêmement technique, c'est hyper pointu au niveau scientifique, mais les enfants ont flashé dessus parce que c'est étrange, parce que c'est infiniment petit, c'est 1 milliard de fois plus petite qu'1 mètre. Enfin, et toutes ces dimensions-là, ça les fascine complètement. Et du coup, on a gardé cette ressource qui n'est pas du tout destinée aux enfants à la base, et on l'a adaptée aux enfants de cet âge-là. Voilà. Donc ça, c'était juste un exemple. Du coup, alors après, on sait vraiment ces ateliers à quoi ils ont servi d'autres. Ils ont servi
pas que à explorer la thématique des pollutions, mais aussi à savoir qu'est-ce qu'ils aiment, ces enfants de 9-11 ans. Et c'est aussi tout ça qui a fait qui a décidé de l'architecture du programme derrière, c'est qu'ils aiment la surprise, la découverte, les mystères. Donc ce qui a fait que vous verrez après Fanny qui présentera toute l'architecture du programme, c'est ça qui a vraiment permis d'imaginer le dispositif qu'on a mis en place. L'humour qui peut être trash. Les enfants, ils n'ont pas peur du trash, ils adorent Mortel Adèle, ils nous racontaient tout ce qu'ils aimaient, etc. Mortel Adèle, c'est une petite fille qui veut tuer son chat tout le temps. Donc ça pourrait paraître, on pourrait croire que les enfants ont peur de choses horribles, qu'il faut leur parler gentiment, etc. Mais non, les enfants, ils aiment bien ce qui est trash, ils aiment bien ce qui est énorme, ce qui est incroyable, etc. Ce qui peut être merveilleux ou affreux, tout ce qui est magique, les super pouvoirs des animaux, des objets, comme effectivement j'ai évoqué tout à l'heure l'anneau de Frodon. Et ils aiment bien le savoir, ils adorent le savoir, mais pas le savoir ennuyeux, le savoir qui est pas drôle, etc. Ils aiment bien le savoir façon laboratoire. Ils nous ont cité C'est pas sorcier tout le temps. Donc ça aussi, ça nous a inspiré pour la fabrication du programme. Ils aiment bien apprendre en s'amusant avec des énigmes, des défis. Donc effectivement, dans le programme, on a des missions, on a tout un tas de choses. On a scénarisé beaucoup les choses pour les embarquer dans l'histoire de Kwapoluki. Et ils aiment effectivement bouger, avoir des souvenirs, avoir des responsabilités, mais vous verrez effectivement après dans le programme tout ce qu'on a suivi. Juste pour finir aussi, on s'est intéressé aux enfants, mais aussi aux médiateurs, parce que effectivement, c'est pas que les enfants. Nous, on sera pas là pour être les médiateurs de Kwapoluki. Donc, on a vraiment fait attention à ce qu'ils nous ont dit, ces médiateurs, que ce soit les enseignants ou les animateurs. Ils nous ont dit qu'ils veulent des programmes pratiques, clés en main, des supports adaptés aux enfants de cet âge, des programmes où les enfants sont acteurs et ils étaient très rassurés par le fait d'avoir une caution par les pairs, c'est-à-dire le fait que ça a été co-construit par d'autres enseignants, par d'autres enfants. Voilà, pour finir. Merci beaucoup, Camille. Alors, en complément de cette intervention passionnée, on voudrait vous proposer une intervention en vidéo de Thierry Serfati, médecin et auteur jeunesse que certains d'entre vous connaîtront sous le pseudonyme d'Eli Anderson, qui va nous parler du style à adopter pour s'adresser aux enfants de cet âge. Bonjour, je m'appelle Thierry Serfati, je suis médecin et écrivain, j'écris des romans pour la jeunesse et j'ai le plaisir de participer à l'aventure Kwapoluki. Alors ma mission, c'est de me servir de mon expérience pour trouver les bons mots, le bon ton et le bon angle pour nous adresser aux enfants. Alors je sais que le mariage est un peu atypique, médecine et écriture, mais moi je suis convaincu que c'est en soignant les enfants que j'ai appris à leur parler et ensuite à leur écrire. Alors je crois qu'avant toute chose, il faut raconter une histoire aux enfants. Voilà. Et les embarquer pour un voyage vers une destination de préférence inconnue, parce qu'ils sont très curieux. Et parce qu'ils sont très curieux, on peut leur parler de tout, justement, mais ils ont juste besoin de sincérité et d'exigence. Voilà. Il faut aller droit au but et sans détour. Et c'est pas comme avec les adultes, en gros. Voilà. J'ai appris aussi qu'ils étaient très courageux et qu'ils étaient encore libres. Voilà. C'est aussi une grande différence avec le monde adulte. C'est peut-être, et je l'espère en tout cas, parce que la vie n'a pas encore eu le temps de leur placer des traumas, des barrières, des freins, et on peut leur écrire du coup sans tabou, et ça c'est vraiment important pour eux. Mais voilà, donc en gros j'ai appris à leur écrire pas comme j'écris à des adultes, c'est surtout ça. Et j'ai aussi appris que le corps était vraiment fascinant pour eux, c'est une mécanique extraordinaire, et en même temps qui les inquiète beaucoup. Bon, c'est assez compréhensible parce que c'est quand même un âge où le corps se transforme en permanence, il évolue, et comment dire, ils sont un peu empêtrés dans ce corps dont ils ne savent pas quoi faire vraiment, donc c'est compliqué, mais en revanche ils ont compris une chose fondamentale, c'est que ce corps il ne grandira bien que si on prend soin de l'environnement dans lequel ils grandissent, justement. Donc c'est sans doute pour ça que le sort de notre planète, ça les préoccupe réellement. Et c'est aussi pour ça que Kwapoluki a sans doute du sens pour eux. Alors, même si je suis un adulte, voilà, avec Kwapoluki, moi, je vais essayer d'écrire et on va tous essayer de leur écrire en leur racontant une histoire sincère, leur racontant une histoire peut-être
effrayante parfois, mais ça leur fait pas peur du tout, une histoire un peu trash de temps en temps, et ça ils adorent, c'est pas un problème. Et sans tabou, qui va répondre à leur curiosité, et avec un peu de chance et beaucoup de travail, j'espère qu'on va faire en sorte qu'ils se sentent dans leur corps comme dans leur basket. Voilà, enfin, des baskets biodégradables sur une planète qu'ils vont respecter et qu'ils pollueront moins. Voilà.